Vendredi 18 octobre, bienvenue à cette troisième saison de la balado-diffusion du Centre-Ville. Alexandre Tourigny, et non, ce n'est pas Mathieu Jolivet qui a changé de look. Nouvelle coupe de cheveux, Mathieu, non. Il s'agit de l'excellent Francis Jeté. Francis, tellement content d'être à tes côtés pour cette troisième saison de la balado du Centre-Ville. Une saison de diffusion également sur toutes nos antennes de RDS qui s'annonce exceptionnelle parce que, eh oui, les Raptors sont champions en titre. Donc, on amorce cette 25e saison dans l'histoire des Raptors de Toronto en étant champion en titre, à savoir si on va être capable de remporter un deuxième championnat de suite. Ça, c'est autre chose. C'est une des choses qu'on va parler aujourd'hui pendant l'émission, évidemment. Ouais, on aura vraiment l'occasion d'en parler plus tard. Également à l'émission, on aura Max Domi du Canadien de Montréal. On aura également Charles Dubébret qui est entraîneur adjoint du côté du club école des Raptors, Raptors 905. Mais tout d'abord, pour tous ceux et celles qui se demandent qui est l'homme à mes côtés, Francis Jeté. Écoutez, moi et Francis, on est amis depuis bientôt 15 ans. Et ce qui a vraiment cimenté notre amitié, je pense, c'est le basketball. La première fois que j'ai vu Francis, je m'en souviens encore. Comment oublier cette rencontre avec cet homme? Vous aussi, vous ne l'oublierez pas aujourd'hui, après aujourd'hui. Pour les bonnes raisons ou pour les mauvaises? Ça reste à voir. Je me souviens en finale universitaire à Québec, le Roger Hall de l'Université Laval contre les Citadins de l'UQAM, match qui est allé en prolongation. L'UQAM avait gagné et c'est la première fois qu'on a eu la chance de discuter basket. Et depuis ce temps-là, on s'est mis à travailler ensemble. J'aimerais un peu que tu te présentes parce que certainement qu'il y a des gens à la maison qui ne te connaissent pas, mais tu as été vraiment derrière l'un des plus grands sites web de basketball au Québec, qui est encore en ligne, Jet Set Basket. Et là, j'imagine que pour les gens à la maison, on va entendre Jet Set Basket. Ah oui, c'est Francis, Jet Set, Jeté, pseudo jeu de mots. Voilà. Vous voyez en bas à l'écran, sur mon handle, Frank Jet Set, sur Twitter puis Instagram. Ça vient de là, ça vient de Jet Set Basket. Dans le fond, en 2006, je connaissais absolument rien à l'Internet, mais j'étais un passionné de basket. J'étais un coach de basket depuis plusieurs années. Puis, je me suis dit que j'allais lancer un site web de basketball pour le basketball québécois. Puis, vraiment, à l'époque, moi, vu que j'étais un coach, j'ai voulu développer un site pour les entraîneurs de basket. Puis l'objectif, c'est que les coachs, eux autres, aient partagé leurs drills là-dessus, etc., etc. Mais je me suis rendu compte qu'au Québec, les coachs, c'est tous des passionnés. Souvent, il y a un autre job. Souvent, ils passent tellement de temps déjà dans le gym qu'ils n'ont pas le temps d'uploader des drills sur les sites web. Donc, ils venaient consommer les drills que j'avais mis dessus, mais il n'y avait pas de nouveau contenu. Donc, je me suis dit, ça me prend du contenu. Puis, j'ai été chercher des nouvelles du basketball universitaire. J'ai commencé à créer des nouvelles sur le basketball québécois. Et c'est comme ça que j'ai reçu vraiment beaucoup de feedback très positif, comme quoi il n'y avait rien de ça encore. Donc, le site a pris vraiment une grande envolée. Puis, à ce moment-là, vraiment, le focus, c'était 100% sur le basketball québécois. On parlait un peu de la NBA. C'était les premiers moments où Facebook, Twitter, ça grandissait. Donc, le buzz, le NBA buzz sur Twitter, puis tout ça, j'étais dans les premiers à couvrir ça. Mais vraiment, le focus était sur le basketball québécois. Les acteurs d'ici, les noms d'ici, les joueurs québécois qui étaient dans la NCAA, parce qu'à l'époque, on n'avait pas encore dans la NBA. En fait, on en avait, mais... à moindre mesure, peut-être. Et on va parler bientôt des Raptors dans 2-3 minutes, mais tout d'abord, j'aimerais qu'on poursuive un peu la discussion sur Jet Set Basket. Ce que j'adorais de ce site-là, c'est que ce n'était pas un agglomérateur de contenu, c'était un créateur de contenu. Jet Set Basket, donc toi, tu étais dans les gyms, tout le monde te reconnaissait et te reconnaissait évidemment encore dans les gyms. Tu étais sur le terrain. Plus tard, il y avait des gens qui travaillaient pour toi, évidemment, qui étaient également sur le terrain. Il y a des gens, d'ailleurs, toi, tu as collaboré aussi, mais il y a Stéphane Morneau qui travaille ici à RDS. Il travaille pour le RDS.ca. On le voit un peu à la télé aussi. Il écrit des chroniques. Il a été un des premiers collaborateurs que lui, il parlait juste de NBA sur Jet Set Basket à l'époque. Donc, là, j'ai la chance aujourd'hui de travailler avec toi dans la salle des nouvelles ici à RDS, puis avec Steph Morneau. Mais effectivement, il y a des gens qui ont collaboré sur le site, mais c'est principalement moi qui étais derrière. Puis, ensemble, on a créé... On est allé filmer
filmé souvent. Ouais. Si tu voulais avoir des gros dunks, lorsqu'il y avait un match important, la caméra de Francis était là-bas. Et ça, c'était avant, évidemment... Bon, moi, j'ai un BlackBerry, un des seuls au monde encore à avoir ça. Mais c'était avant les iPhones. Ouais. C'était avant tout le monde qui pouvait filmer un match. Si tu voulais voir un match, ben, tu devais aller sur Jet Set Basket et tu avais tous les faits saillants des matchs également. On a eu la chance. Et là, je vous invite, si vous êtes présentement sur votre laptop ou sur votre cellulaire, moi et Francis, on adore le basket universitaire ici dans la province de Québec, même au pays. Et on a fait 2 épisodes du 5 partants. Donc, je vous invite à aller sur YouTube et à écrire le 5 partants. Et c'était un magazine dédié 100% au basketball universitaire au Canada et au Québec. Donc, 2 épisodes. Vous allez voir, ça vaut la peine pour 2 choses. Pour sa coupe de cheveux? Ouais. Pour ma coupe de cheveux semi-mohawk, pas tant belle. Et pour ma chemise beaucoup trop longue, roulée aux manches pour une raison que je m'explique encore très mal. Donc, si vous voulez rire de moi, c'est parfait. Vous pouvez aller sur YouTube avec le 5 partants. Mais après ça, vous pouvez aller aussi sur Twitter, prendre des screenshots puis taguer Alex avec ça. Très drôle aussi. Question qu'on fasse voir ça à tout le monde, ceux qui vont prendre le temps d'aller regarder. Parce que mine de rien, là, ça fait maintenant 15 ans que je travaille ici à RDS, mais ça fait... C'est ma 17e année dans le basketball également. Ouais. Imagine, 17 ans dans le basketball. Ouais. On commence à être vieux, Francis. Ouais, ça nous rajeunit pas. Nous, on a grandi. Tu sais, la raison pourquoi le podcast s'appelle Du Centre-Ville, c'est parce que nous, on a grandi avec la voix de Bob C. Ouais. Donc, on lui rend hommage un peu avec ce nom de podcast-là. Je pense que ça vaut la peine parce que sans Bob C, on n'aurait pas eu la chance d'assister aux exploits de Michael Jordan à l'époque. Moi, je suis un grand fan de MJ. C'est grâce à lui que je tombe en amour avec le basketball. Mais, comme plusieurs fans, mais tu sais, au Québec, c'est drôle parce qu'on a tout le temps des fans qui n'aiment pas Michael Jordan pour une raison que j'ignore. Pour moi, ça a été la raison pourquoi je suis tant passionné par le basketball. Puis aussi, peut-être une des raisons pourquoi Jet Set, j'ai réussi à le pousser aussi loin, même si c'était très difficile. Je voyais la détermination de Michael Jordan, puis je m'en suis inspiré pour ce projet-là. Puis c'est ça qui m'a permis aussi d'arriver ici à RDS. Donc, grâce à MJ. Donc, 3e saison du Centre-Ville. Et cette année, on veut que les gens à la maison puissent apprendre à nous connaître également, à savoir ce qu'on aime, savoir ce qu'on n'aime pas, etc. Ouais. Lorsque Francis vous parle de Michael Jordan, il faut savoir que ça fait 15 ans qu'on se connaît et je pense que ça fait 15 ans que chez toi, tu as un immense poster ou mural, grandeur réelle du wingspan, je crois, de Michael Jordan dans son mur de salon. Donc, tu rentres chez lui, sur le mur de salon, ce que tu vois, c'est un gros Michael Jordan. Exact. Il faut savoir également, Francis adore les souliers du Jordan Brand. Oui, parce que là, une des choses qui est importante de savoir, c'est Alex et moi, on est 2 sneaker fans, mais complètement différents. Fait Alex, lui, il embrasse la nouvelle culture t'as des colorés, Steph Curry, t'as des KD, t'as des Kobe. Moi, j'ai juste des Jordan. Juste des Jordan. Je suis un gars plus classique, minimaliste. Fait que le vieux look, puis moi, mes souliers préférés, c'est les Air Jordan 11 rouge et noir. Fait que voilà. Et d'ailleurs, plus tard cette année, ce qu'on veut faire, on veut faire une chronique avec les souliers de basketball. C'est vraiment quelque chose qu'on apprécie tous les deux. Et il y a une chose qu'on a en commun, moi et Francis. On achète des souliers qui coûtent généralement cher. Et là, en tout cas, pour moi, j'adore les souliers blancs. Ouais. Et qu'est-ce qui arrive dans ce temps-là? Ça reste dans la boîte ou dans le garde-robe. Tu finis par jamais les mettre, mais tu les aimes. Ils sont beaux. Donc voilà, c'est une des choses que moi et Francis aimons. Et passons maintenant à quelque chose d'autre qu'on aime également. Les Raptors de Toronto, champions en titre à la suite d'une victoire en 6 matchs au printemps dernier contre les Warriors de Golden State. J'ai eu le temps, depuis ce temps-là, de laver mon veston qui était complètement trempé de champagne. Encore une fois, je le répète peut-être, mais c'est une des plus belles expériences professionnelles que j'ai eu la chance de vivre. Et Francis et moi avons eu... Je suis très jaloux d'ailleurs. Là. Puis, s'il y en a qui ne savent pas de quoi Alex parle, vous pouvez aller voir sur le rds.ca. Ouais. Alex a rédigé un excellent texte où tu racontes, dans le fond, qu'est-ce que tu as vécu dans les coulisses quand tu avais la chance d'être là-bas pour vivre la victoire des Raptors. Victoire un peu anticlimatique là, parce qu'il y a eu tellement d'arrêts de jeu dans cette fin de game-là. Ouais. Pendant que toi, tu étais là-bas, moi, j'étais à Montréal pour couvrir le Jurassic Park.
Jurassic Peel, Jurassic Park Montréal. Puis, tu sais, j'étais là avec mon cellulaire à essayer de filmer la réaction. Mais là, finalement, il y avait tellement d'arrêts de jeu que ça a été vraiment une fin de match, tu sais, où on a perdu un peu le momentum. Puis... Mais ils sont sortis avec le championnat. Bref, parenthèse sur ce chandail, pour ceux qui nous écoutent donc sur Spotify ou sur Spreaker, j'ai un chandail qui commémore la victoire des Raptors de Toronto, un hoodie. Dès que je l'ai vu, je dis « Wow, très beau, je veux me l'acheter ». Donc, au mois de juin, je le commande. Et là, maintenant, à chaque semaine, je recevais... Votre chandail n'est plus disponible. Backorder, vous l'aurez la semaine prochaine. Finalement, je l'ai reçu au mois d'août. Et depuis le mois d'août, qu'il est soigneusement plié, je vous laisse deviner si c'est moi qui l'ai plié ou ma femme, un ou l'autre. Ou ton nouveau bébé. Exactement, ce qui explique possiblement les cernes présentement. Mais depuis le mois d'août, qui est soigneusement plié et que j'attends la première de la balado-diffusion du centre-ville pour le porter. Tu dévoiles. Tu le portes pour la première fois aujourd'hui. Exactement. Et pour ceux qui nous suivent depuis maintenant 2 ans, vous savez que j'aime me faire des chandails, acheter des chandails. J'en ai un avec le visage de Mathieu Jolivet. Oui, ben en fait, c'est la seule raison pourquoi j'ai accepté de faire le podcast avec toi. Parce que tu veux parce que je voulais qu'un jour tu aies un T-shirt avec ma face dessus. Je vais choisir ta meilleure photo, c'est certain. Simplement pour revenir brièvement sur les Raptors, comme je disais, tu as eu la chance d'aller à Toronto dans Jurassic Park. Et je pense que tu as vraiment vécu tout l'engouement. Tant à Toronto qu'à Montréal pour le basket. Et on l'a vu, il y a un texte sur le rds.ca qui est sorti au cours de la dernière semaine et qui témoigne justement de la hausse de popularité du basketball au Québec et au Canada. Oui, vraiment. Moi, j'ai pas eu la chance d'aller vivre les séries à l'intérieur des arénas comme toi, tu as eu la chance de le faire. Non, mais dehors... Dehors, c'était quand même complètement fou. C'était... Je me considérais vraiment chanceux, même si j'ai été. Même si je me suis fait avoir par la pluie, même si. Comme. Je me suis claqué un aller-retour en train pour aller à Toronto dans la même journée. Donc, tu sais, ça n'a pas été facile, mais comme l'énergie qu'il y avait là, c'était incroyable. Puis, vraiment, c'était vraiment le fun de voir qu'à Toronto, j'ai croisé plein de Québécois, plein de monde de Montréal. Et qui faisait la file à l'extérieur de l'amphithéâtre 4, 5, 6 heures, même en finale. Il y a des gens qui étaient là la veille. Moi, j'ai parlé à un gars là-bas qui est arrivé vraiment, justement, là, un peu plus que 24 heures d'avance. Il est arrivé, je pense que c'était à 3 heures du matin ou genre 2 heures quelques. Puis, dans le fond, la game était le soir à 20h. Fait que vraiment, là, il a resté là très longtemps. Puis, dans le fond, c'était complètement fou de voir cette passion-là des gens. Puis, moi, ce qui m'a le plus surpris, puis je pense que je n'ai pas été le seul, quand ils ont organisé le Jurassic Peel à Montréal, moi, je me suis présenté là relativement tôt pour voir l'état des lieux, tout, pour aller repérer, savoir c'était où. Puis là, il n'y avait pas grand-chose. Fait que là, il n'y avait pas grand monde. Donc, j'avais aucune idée à quoi ça allait ressembler. Puis là, tout d'un coup, là, je monte sur la scène pour aller prendre des vidéos. Puis là, je me rends compte à quel point il y a des gens, puis à quel point c'était dense. Puis là, tout au long du match, ça continuait d'arriver. Les gens continuaient d'arriver pour le premier Jurassic Peel. Donc ça, c'était vraiment très, très impressionnant. Puis après ça, pour le match numéro 6, c'est au match numéro 5, pour le match numéro 6, bien là, écoute, il y avait 2 Jurassic Park Montréal d'organiser. Il y en a un qui avait un peu moins de monde, il y avait beaucoup de pluie. Puis là, j'étais à l'autre. Puis là, c'était encore une fois rempli. Puis là, l'ambiance était incroyable. Donc vraiment, j'ai eu la chance de vivre ça. Puis de vivre surtout aussi les célébrations après. Fait qu'ils se sont emparés de la rue Sainte-Catherine, puis ça dansait. C'est complètement fou. Et pourtant, là, ça fait des années qu'on est dans le basket. Et même quand tu étais avec Jet Set Basket, ben tu l'es encore, là, mais tu vendais des billets pour la NBA lorsque les Raptors venaient ici en ville. Et souviens-toi, chaque fois, c'était plein au Centre Bell, mais le lendemain, il y a toujours des gens pour dire le basket n'est pas populaire ici à Montréal. Ça ne marcherait jamais avoir une formation de la NBA. Le basketball n'est pas populaire au Québec. Ça intéresse personne. Le message que j'ai à dire à ces gens-là, parce qu'il y en a encore, c'est que ça ne vous intéresse pas, vous. Et lorsqu'on voit Jurassic Peel,
avec des milliers et des milliers de personnes, c'est pas vrai que ça intéresse personne. Peut-être que ça intéresse la nouvelle génération, oui, mais c'est pas vrai que ça intéresse personne. Et je pense que ça a été reflété également dans les cotes d'écoute ici à RDS, notamment pour la finale. Ouais. C'était complètement fou. Plusieurs centaines de milliers de téléspectateurs. Et il y a des gens également qui disent « Ah, ça marche pas, il y a personne qui aime ça le basket. » Mais il y a des gens qui n'aiment pas ça se sentir à part. Ils n'aiment pas le basket, ils n'iront pas à Jurassic Peel. Non. Fait qu'à place de juste pas aimer ça, ils vont dire « Ah, il n'y a personne qui aime ça le basketball, ta. » Et pourtant, le basketball au Québec, c'est un des sports les plus joués. En fait, c'est le sport scolaire, le plus joué au niveau scolaire. Et ça fait longtemps. Oui. Puis, donc, il y a vraiment beaucoup d'anciens joueurs qui jouaient au secondaire, qui jouaient au primaire, au mini-basket, qui sont encore fans du basketball. Puis là, mais là, ce qu'on a eu la chance de vivre avec les Raptors, bien dans le fond, ça amène une nouvelle vague de fans et donc une nouvelle vague de joueurs. Donc, cette année, Basketball Québec annonçait que ça a vraiment augmenté. Donc, le nombre de participants a passé de 38 000 à environ 50 000, plus de 50 000 personnes. Donc, plein de jeunes qui vont commencer à jouer au basket cette année au Québec. Puis, ça c'est merveilleux parce que c'est ça qui va faire que de plus en plus, on va en avoir des petits Québécois dans la NCAA, dans la... Puis, c'est une chose qu'on va parler. Là. Quincy bientôt, Gary. On aime ça voir des jeunes dans la NCAA, mais on aime ça aussi développer des joueurs au Québec qui restent au Québec pour jouer universitaire. Donc, tantôt, tu parlais de Jet Set, tu parlais de qui je suis. Moi, c'est ça que je veux amener cette année au podcast. Je veux qu'on ait une saveur québécoise, locale. Fait qu'on va parler à des gens du basket d'ici. On va parler du basketball universitaire, basketball collégial. C'est qui les prochains Ligue Stewart, c'est qui les prochains Chris Boucher. Fait qu'on va essayer d'en parler cette année au podcast. Également, on veut essayer d'y aller peut-être également plus large. Les Québécois qui jouent en Europe, on peut penser à un gars comme Olivier Hanlan. On voudrait lui parler. Quincy Guerrier qui commence bientôt sa carrière universitaire avec Syracuse. On veut lui parler. On va assurément parler à Lugens, à Kem, à Chris. On va être la référence. Et je pense que c'est ça qui fait en sorte que RDS est la référence au niveau du basket. On a accès à tellement de joueurs, on a accès, on est sur le terrain, on a accès aux joueurs, on a accès aux coachs, on a accès à tout le monde. Et brièvement, pour conclure sur les Raptors en 2019, ça a amené vraiment un paquet de nouveaux fans et même des amateurs torontois comme Max Domi, que j'ai eu la chance de voir régulièrement lors des matchs des Raptors avec son papa Ty. Il y a d'autres de ses coéquipiers qui sont allés également à Toronto. Et je peux vous dire, il y avait un buzz. Toutes les vedettes voulaient être vues à Toronto. Max Domi vient de Toronto. Et pourtant, comme vous allez entendre dans l'extrait suivant, je lui ai posé la question. Raconte-moi un peu, c'était quoi le buzz à Toronto, puis à quel point tu étais un partisan de basket à la base. Et après ce championnat des Raptors, du moins cette belle séquence qui a duré, ma foi, 3 mois, 2 mois à Toronto, à quel point tu es rendu un grand fan de basket? Et je vous laisse écouter sa réponse. The Raptors run was incredible. I mean, not only for the city of Toronto, but the whole country. I mean, whether it's Montreal, Vancouver, Winnipeg, Edmonton, across the whole entire country, everyone was behind that team. And it's Canada's game essentially if you go way back to its roots. And finally, we're kind of on the map. The Raptors have had such a unique story and kind of a path to success now. I mean, going back to way back when Vince Carter was there and all those guys. That's when I was a fan back then, and I've always been a sports fan, so I'm a fan of everything. But basketball has never been really at the top of my sports. It's been up there, but not 1 or 2. And now it's definitely up there. Seeing guys like Kawhi and Kyle Lowry and I mean all those guys absolutely play out of their minds and step up to the plate on the biggest stage possible was remarkable. And every night to be able to cheer for your team at that point of the year is something that I haven't been used to in Toronto, obviously, and just in Canada in general. So it's pretty special to see. Pour moi, j'écoutais ça, l'entrevue, puis là,
c'était vraiment intéressant de voir qu'il dit que c'est pas un grand fan de basket parce que moi, l'année passée, quand ils sont venus au Centre Bell, j'ai eu la chance de le voir jouer contre Gallagher. C'est deux grands joueurs. Jouer au basket. Là. Donc, avant le match, les joueurs du Canadien de Montréal étaient au Centre Bell. Ils ont joué. Puis je l'ai vu faire comme un solide crossover pour battre Gallagher avec un petit lay-up, hook, quelque chose. C'est pas super beau, mais tu voyais que c'est un athlète puis qui est capable de jouer d'autres sports qu'au hockey. Et c'est drôle parce que Max Domi, plus tard, m'a avoué, lorsqu'il a joué justement contre Brandon, me disait « Brandon n'est pas nécessairement un excellent joueur de basketball, mais c'est tellement un bon trash talker. Il a réussi à me faire douter de mes capacités sur le terrain. » Et là, il rentre un premier tir, un deuxième. Et là, qu'est-ce qui se passe? Je suis en train de me faire battre par Brandon Gallagher. Je peux pas croire à ça. Et tu parlais justement de la visite des Raptors. Notre collègue Peter Yiannopoulos a tweeté la semaine dernière, je pense, que les Raptors devraient, et ça au conditionnel, devraient revenir à Montréal pour un match préparatoire, donc en 2020. Lorsqu'on aura plus de détails, on pourra vous les communiquer. Ouais, puis, tu sais, honnêtement, là, moi, ça, c'est une des plus belles choses. Tu sais, j'ai eu la chance de voyager quand même pas mal, aller voir LeBron à Cleveland, tu sais, aller voir plusieurs matchs de la NBA un peu partout. Puis, à Montréal, ça reste, même si les matchs pré-saison, ça reste mes matchs préférés auxquels j'ai eu la chance d'assister parce que l'ambiance est tellement unique, parce que tout le monde est tellement reconnaissant qu'il y a du basketball à Montréal que pendant le warm-up, la foule est déjà dedans. Puis tu as un petit dunk dans une game pré-saison, puis la foule fait « wow ». Donc, si vous n'avez pas eu la chance de participer encore à un match hors saison de la NBA à Montréal, si en 2020 ils reviennent, n'hésitez pas à acheter des billets. Bon, on parle maintenant. Après on parle de grand préambule, voilà. Pré-saison Raptors. On est là. Donc, la saison 2019-2020 s'amorce le 22 octobre prochain sur nos ondes. Et là, pour toutes les personnes qui nous demandent pourquoi on ne diffuse pas le match d'ouverture, la réponse est simple, on n'a pas les droits pour ce match-là. D'ouverture, c'est tout. Mais le 22 octobre prochain, mardi, on vous propose le match entre les Lakers et les Clippers. Donc, LeBron et sa bande, AD contre Kawhi. Paul George, blessé, ne sera pas là, mais vraiment Clippers contre Lakers, là, le premier match de la saison RDS, ça promet d'ailleurs. RDS vous présentera 26 matchs de saison régulière ainsi que le match des étoiles. Vous demandez, est-ce que c'est seulement le match ou le concours d'habileté la veille? Le match des étoiles, parce qu'on n'a pas les droits pour le concours la veille. En février 2019, c'était l'inverse. On n'avait pas les droits pour le match, on avait les droits pour le concours d'habileté. Donc, voilà. Les Raptors de Toronto, Francis, champions en titre, 4 saisons de plus de 50 victoires de suite. Est-ce qu'on réussira à en chercher une autre? Évidemment, avec le départ de Kawhi Leonard, ce sera plus compliqué. Mais là, il y a des gens à la maison qui paniquent un peu et se disent « Sans Kawhi Leonard, c'est la fin. Qu'est-ce qu'on va faire? » Tout ce que j'ai à dire à ces gens-là, c'est souvenez-vous, il y a 2 ans, Pascal Siakam jouait à peu près pas. Jouait quoi, 8 minutes, je pense, alors qu'on avait un DeMar DeRozan. Siakam est capable de marquer 15 points, 17 points. Est-il capable d'en marquer 20, 22, 24 de façon régulière? On l'a vu en série, oui. En saison, qu'est-ce qui va arriver? On ne sait pas. Mais au niveau talent, oui, tu as perdu DeRozan à l'époque. Tu l'as remplacé par Kawhi. Bon. Mais là, tu as quand même un Siakam qui est beaucoup... qui est meilleur qu'il y a 2 ans. Donc, à la limite, là, les Raptors vont être aussi bons que l'ère avant Kawhi. La question, sont-ils capables de remporter un championnat? Ça va être difficile. J'ai envie de t'entendre peut-être sur la saison 2019-2020. À quoi tu t'attends, Francis? Mais, cette semaine, il y a Kyle Lowry en entrevue qui a dit pourquoi on ne considérait pas qu'on est capable d'aller chercher un back-to-back. Okay? Donc ça, c'est la mentalité présentement qu'il y a dans le vestiaire des Raptors. Puis les Raptors, ben oui, c'est des underdogs cette année. Il y en a qui disent ça, c'est les pires fans, disons, ils disent ils feront même pas les séries cette année. Mais là, ils jouent dans l'Est, hein? Ouais. Oh, c'est ça, exactement. L'Ouest, puis encore, je pense que les Raptors feraient les séries dans l'Ouest, mais dans l'Est, là, si tu as une bonne petite équipe,
tu fais les séries. Oui, puis tu sais, avec le noyau d'expérience qu'il y a encore chez les Raptors, je pense que c'est assuré qu'ils fassent les séries. Puis on l'a vu dans le passé, avant même que Kawhi soit là, on était une équipe qu'on participait aux séries de manière régulière. Le problème, c'est qu'on se faisait tout le temps laver par LeBron pendant les séries. Là, LeBron est rendu dans l'Ouest, fait qu'on a un problème de moins du côté des Raptors. Je pense qu'un des éléments qui va être intéressant de voir, c'est, on parlait de Pascal Siakam, comment il s'est développé. Le joueur le plus amélioré également de la NBA. Oui, il y en a qui disent qu'il pourrait répéter ça s'il devient vraiment un joueur All-Star de haut niveau. Mais je pense que son défi à lui cette année, c'est qu'il ne viendra plus surprendre personne. Fait que là, tu sais, en avant-match, là, les autres équipes, là, ils savent qu'ils doivent garder un œil sur Pascal Siakam. Il va être dans les scouting reports à chaque fois. Donc là, lui, ça va être de voir est-ce qu'il va être capable. Tu sais, il apparaîtra plus comme une surprise. Là. On sait qu'on doit garder un œil dessus et qu'on doit bien le marquer. Donc, est-ce qu'il va être capable, lui, de s'ajuster à cette pression-là supplémentaire, de venir se faire doubler, etc. Fait que ça, c'est un des éléments qui va être intéressant. Puis l'autre chose, il y a deux scénarios que je vois, moi, je pense, pour les Raptors cette année. Soit on essaie d'améliorer l'équipe ou de conserver ce noyau-là puis essayer de se rendre le plus loin possible en série, encore une fois, cette année. Où on a plusieurs joueurs, on en parlait, tu as devant toi les statistiques par rapport au salaire, mais il y a plusieurs joueurs qui leur restent une année avec des gros salaires. Donc, est-ce qu'on va faire une genre de vente de feu pour essayer de dire on reconstruit? Masai, c'est un gars qui aime les défis, il l'a montré, il l'a prouvé, il a prouvé qu'il est capable de relever des défis en allant chercher le premier championnat de la franchise. Puis là, maintenant, qu'est-ce qui va être intéressant de voir, c'est quoi son prochain défi qu'il veut affronter. Est-ce qu'il veut essayer de prouver encore tout le monde qu'il est capable de faire de la magie puis d'amener peut-être une couple de joueurs, de faire des échanges stratégiques au courant de la saison pour aller chercher un back-to-back? Ou lui, dans sa tête, il s'est dit, bon, ben là, j'ai été chercher le championnat, les fans sont contents, maintenant j'ai carte blanche, puis je vais reconstruire, puis je fais vraiment qu'est-ce que je veux. Donc, c'est deux situations, moi, je pense que deux scénarios qu'on pourrait voir cette année avec les Raptors. On va reculer un peu. Lorsque tu parles de Siakam, évidemment qu'en série, c'était pas nécessairement une surprise, mais Kawhi Leonard attirait aussi deux joueurs à la fois. Donc, lorsqu'un joueur est doublé, c'est certain que tu as plus de place. Et lorsque tu es le joueur doublé, est-ce que Siakam est capable de créer son propre tir? Et sinon, eh bien, il va falloir qu'il réussisse à distribuer le ballon de façon adéquate. Tu parlais de Kawhi qui attirait des joueurs. Kawhi, l'autre affaire qui attirait beaucoup, c'était des minutes de jeu. Il y en a fait pas mal. Donc ça va être l'autre élément qui va être vraiment intéressant de voir cette année. Comment on va distribuer ce 30-36 minutes de jeu-là, puis à quoi le 5 partant va ressembler. Là, on n'a pas eu la chance de le voir vraiment en pré-saison. Kyle Lowry, il n'a pas joué encore. Donc, ça va être intéressant à garder un œil là-dessus. Gasol va être utilisé moins de minutes pendant la saison. On va recevoir le traitement Kawhi Leonard. Donc, j'ai hâte de voir à quoi va ressembler effectivement ce 5 partant. Mais il faut pas oublier quelque chose. OG Anunoby revient en santé. Est-ce que ce sera le Anunoby de 2018-2019? Est-ce que ce sera le Anunoby de la fin 2017-2018 qui avait été exceptionnel? Je ne sais pas. Norman Powell également. Un joueur qui avait perdu son poste il y a 2 ans. La saison dernière a connu une saison correcte. Mais on l'a vu en séries éliminatoires. Norman Powell a fait la différence. Fred VanVleet, au début de la saison dernière, complètement effacé. Première ronde contre le Magic, absolument horrible. Deuxième ronde contre les Sixers, complètement horrible. Son fils naît. Là, soudainement, on retrouve le Fred VanVleet des beaux jours. Non seulement ça, le match numéro 6, Klay Thompson se blesse. Parfait. Mais je peux vous dire une chose. Malgré la blessure de Klay Thompson, les Warriors, pour moi, ont mieux joué que les Raptors. Et c'est Fred VanVleet avec un quatrième quart complètement fou. Je pense que de mémoire, c'est 13 points au quatrième quart. C'est grâce à lui si les Raptors ont remporté le match numéro 6. Parce que si cette série-là retourne à Toronto pour un match numéro 7, c'est pile ou face. Je comprends que Durant était blessé, je comprends que Thompson était blessé, mais la pression d'accueillir un match numéro 7 à domicile en finale de la NBA avec des joueurs qui n'ont pas tant d'expérience que ça, tu as Kawhi et tu as Green qui avaient de l'expérience en finale. Puis Green ne connaissait pas des super bonnes séries non plus. Là. Exactement. Donc, et c'est ça. Là, tu perds un gars comme Green. Mais si tu le remplaces à la position de 2 par Norman Powell qui connaît une bonne saison,
c'est correct. Et pour moi, encore une fois, et je pense que ce fut la même chose l'année dernière, l'identité des Raptors, c'est pas nécessairement l'attaque. C'est défensivement. Souvenez-vous du box and one contre Steph Curry. Ça a fait gagner essentiellement 2 matchs aux Raptors. Donc, box and one, on joue du zone et un contre 1. C'était Fred VanVleet qui suivait pas à pas Steph Curry. Et d'ailleurs, Steph Curry, cet été, avait un hoodie avec une boîte, donc box plus 1. Et en bas, respect the game. Ça, c'était plutôt drôle et amusant. Là, pendant qu'on parle de Fred VanVleet, moi, c'est vraiment le joueur que j'ai le plus hâte de regarder jouer parce que ses déclarations récemment, puis on l'a vu là, cet été sur les médias sociaux, il s'est entraîné extrêmement fort. Puis lui, sa vision, là, c'était pas « Ah, OK, on a gagné, on fait le party tout l'été ». Non, il a dit qu'il n'a jamais travaillé aussi fort que ça, que pendant sa saison morte cet été, pour revenir puis prouver qu'il n'y a pas juste eu de la luck, puis que c'est pas juste son bébé qui est arrivé qui a fait qu'il est devenu meilleur. C'est un peu comme toi, tu as eu ton bébé cet été. Puis là, je suis meilleur. Puis là, c'est ton meilleur podcast à vie. Fait que, on voit que ça a un impact positif, mais Fred VanVleet veut que ça soit plus que juste un coup de vent, juste un passage, comme on a déjà vu avec d'autres joueurs vedettes, que il explose à un certain moment donné, puis là, après ça, ça s'efface un peu plus. Donc, j'ai vraiment hâte de le voir, comment il va stepper up son game. Puis un autre joueur que j'ai hâte de voir des Raptors, ben, c'est le Montréalais Chris Boucher, que lui aussi, je l'ai suivi vraiment sur les médias sociaux cet été, puis il a l'air très focus. C'est un joueur qui a une histoire complètement incroyable. Tout le monde en a entendu parler, donc je ne veux pas passer trop de temps là-dessus, mais ce joueur-là est quand même juste à sa 2e vraie saison dans la NBA. Donc, il y a des choses à prouver. Il y a quand même une bonne pré-saison. J'ai vraiment hâte de voir combien de minutes il va avoir, puis comment il va se débrouiller avec ça, puis comment on va prendre avantage. Il essaie de développer son jeu vraiment un peu partout. Donc, j'ai vraiment hâte de voir Chris Boucher en action cette année avec les Raptors. Chris Boucher qui avait amorcé la saison dernière avec un contrat à 2 volets, contrat qui a été changé pour un contrat à 1 volet à mi-parcours lors de la saison 2019-2020. Brièvement, un retour sur la situation salariale. Tu en as parlé un peu. Donc, Kyle Lowry, on lui a offert une extension de contrat d'une saison cet été, il y a quelques semaines à peine. Donc, ce contrat jusqu'en 2020-2021. Et là, tu as des décisions à prendre cette année, comme tu l'as dit. Qu'est-ce que tu fais avec les gros contrats de Marc Gasol, près de 26 millions, Serge Ibaka à 23 millions, Fred VanVleet à 9 millions. D'après moi, Fred VanVleet, on va vouloir faire en sorte qu'il reste, selon le montant qu'il va demander, évidemment. Mais Kyle Lowry, cette année, gagne 33 millions. Donc, 33, 25, 23. Tu as énormément de sous, près de 80 millions pour ces 3 joueurs-là. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu attends à la mi-saison pour voir où tu te situes? Et est-ce que même tu peux être acheteur à la date butoir des transactions pour peut-être te rendre en finale de la NBA? Parce que plus tard, on va avoir la chance d'en reparler, mais il n'y a plus nécessairement de trio. Ce sont maintenant des duos. Les équipes font moins peur, selon moi. Les Raptors savent comment gagner. Ils l'ont prouvé, ils l'ont fait. Les Sixers ne savent pas comment gagner. Les Celtics ne savent pas comment gagner, du moins les joueurs qui jouent présentement pour les Celtics. Les Bucks sont encore jeunes. Défensivement, ils ont été exceptionnels, mais on ne sait jamais. Tu es à une blessure au Greek Freak. Tu es à 1 ou 2 mauvais matchs de perdre le momentum en séries éliminatoires et de perdre. Les Raptors savent comment gagner. C'est l'avantage qu'ils ont sur toutes les autres formations, à mon avis, dans l'Est, parce que LeBron est dans l'Ouest. Donc, on ne parle plus des Cavaliers, on ne parle plus du Heat de Miami nécessairement. Donc, avec ces 80 millions-là, j'ai hâte de voir, est-ce que c'est un parachute doré pour Lowry ou c'est plus facile d'échanger quelqu'un qui est sous contrat? C'est super intéressant ce que tu dis parce que on a eu plusieurs conversations de basket au fil des ans, mais je me souviens, printemps passé, c'était une des choses qu'on parlait des Raptors, justement, qu'ils n'étaient pas capables de gagner en série jusqu'à la... Pas capable, mais il y avait vraiment de la difficulté. On sait, les Raptors, tous les matchs numéro 1 de chaque série, il y avait vraiment de la misère à gagner ça en partant. Déjà, ça, c'était une des bêtes noires. Mais tu sais, oui, les Raptors, avant, il y avait ce genre de blocage-là mental de dire est-ce qu'on est une équipe qui est capable de gagner en série? Là, on l'a prouvé. Kawhi n'est plus là, mais l'expérience que ces gars-là ont acquérie
dans le vestiaire, sur le terrain, ben, ça va être intéressant de voir comment ça va avoir un impact. Puis c'est une équipe de grinders, c'est un peu... c'est un leg des dernières années. Moi, je suis persuadé que les Raptors vont faire les séries où ils vont se rendre. Mais là, ça reste à voir. Puis ça reste à voir. Tu as parlé de la date limite des transactions dans la NBA. Ben, moi, c'est certain que Masai va passer à l'action. Mais il reste à savoir qu'est-ce qu'il va de quel côté. Donc, quelques joueurs également qui s'amènent avec les Raptors de Toronto. Rondé Hollis-Jefferson, qu'on a eu la chance d'avoir dans nos studios il y a 2 ans. Donc, s'amène avec les Raptors, provient des Nets de Brooklyn. Cameron Payne s'en vient. Stanley Johnson également, qui a connu une saison succès avec les Pistons de Détroit. Et Nick Nurse, hier ou avant-hier, donc jeudi ou mercredi, était très loin d'être heureux du niveau de performance des 2 nouveaux venus, Johnson et Hollis-Jefferson. Et évidemment, Nick Nurse a le beau jeu, vient de remporter le championnat de la NBA, mais on est en match préparatoire. Il reste encore énormément de temps. Donc, tout au long de la saison, toutes les 2 semaines, on sera ici à RDS pour la balado-diffusion du Centre-Ville. On est loin d'avoir fini, il reste peut-être une vingtaine de minutes. J'ai eu la chance hier, Francis, en fait, j'ai eu la chance depuis le mois d'avril de m'entretenir avec Charles Dubé-Bray, qui est à Toronto, un entraîneur de basketball qui a roulé sa bosse en Europe et ici en Amérique du Nord. En Chine aussi. En Chine, vient de Québec. Charles Dubé-Bray est entraîneur adjoint du côté du club-école des Raptors de Toronto, le Raptors 905. Et j'ai eu la chance hier, donc jeudi soir, de le joindre au téléphone. Alors, voici donc mon entrevue avec Charles Dubé-Bray. En compagnie de Charles Dubé-Bray, entraîneur adjoint du club-école des Raptors de Toronto, le Raptors 905. Merci beaucoup de prendre quelques minutes pour nous aujourd'hui. C'est toujours vraiment apprécié. Charles, on a eu la chance de vivre ensemble le parcours exceptionnel des Raptors en série la saison dernière. Puis quand on dit que la force d'RDS, un peu, ce sont ses collaborateurs, t'en fais évidemment partie. Et ce qui m'impressionnait, moi, c'est lorsqu'on se promenait ensemble à Toronto, c'est à quel point les joueurs des Raptors et même des autres équipes te respectent. Ils te reconnaissent, s'arrêtent pour te saluer, même au retour de la mi-temps. On a vu ça lors des matchs éliminatoires. Et pour les gens qui ne te connaissent peut-être pas, comment tu as su obtenir le respect des joueurs, tant du 905 que des Raptors? Je pense que ça part un peu aussi de mes expériences à l'étranger qui m'ont mené à travailler avec les Spurs pendant 4 ans, puis ensuite d'arriver avec les Raptors. Quand tu as un parcours qui n'est pas celui d'être un ancien joueur, mais d'être un entraîneur qui bâtit sa carrière à différents niveaux, éventuellement, tu acquiers un certain niveau de compétence. Donc, forcément, sans être parfait, tu arrives quand même à expliquer certaines choses aux joueurs qui, à un moment donné, font en sorte qu'eux comprennent que tu sais de quoi tu parles, puis éventuellement, tu gagnes ton respect en partie de cette façon-là. Puis je pense que l'autre chose aussi, c'est les relations humaines que tu es capable d'entretenir avec eux, c'est de t'intéresser à leur parcours. Moi, comme j'ai passé à travers les Summer League beaucoup, j'ai vu beaucoup de joueurs qui se battaient pour leur spot pour rentrer en NBA, donc il n'y avait pas nécessairement un parcours facile. Puis à partir du moment où tu t'intéresses à leur cheminement pour se rendre là, je pense qu'eux réalisent que tu as leur bien à cœur aussi, puis tu arrives à créer un relationnel avec eux qui engendre du respect par le fait même. Charles, tu as vraiment fait partie également de l'aventure des Raptors. Tu as eu la chance également de participer au défilé des champions à Toronto. Parle-moi de cette expérience-là complètement folle. À part ton gros coup de soleil au visage peut-être, est-ce que tu peux nous raconter cette journée-là, à quel point c'était vraiment irréel de voir autant de partisans des Raptors dans les rues de Toronto? Ouais, je pense que comme tu l'as dit, il y a un côté vraiment surréaliste à cette journée-là. C'est particulier de vivre un championnat d'une équipe professionnelle en Amérique du Nord. Je veux dire, on sait l'intérêt que ça génère, non seulement ici en Amérique du Nord, mais à travers le monde entier. Donc, quand tu as la chance de faire partie d'une organisation championne, c'est déjà une chose, mais en plus, avec les Raptors, d'une certaine façon, c'est pas juste les Raptors de Toronto, c'est les Raptors du Canada entier. Ça a été la plus grosse parade de l'histoire de la NBA. Ça a été confirmé par les chiffres. 3,5 millions de personnes qui sont venues à Toronto, selon les chiffres estimés par la police de Toronto. Donc, vraiment exceptionnel le niveau sonore, de voir tout l'amour que les gens donnaient à cette équipe-là. Puis on sentait que non seulement la ville de Toronto, mais le pays entier attendait justement ce championnat-là depuis 1993, où les Blue Jays et les Canadiens de Montréal avaient gagné cette année-là. Mais c'était vraiment attendu. Puis je pense que c'était le point d'exclamation suite à beaucoup d'années de développement puis de construction du basket au Canada, du côté professionnel avec les Raptors, mais aussi par le développement du jeune talent. On voit qu'il y a de plus en plus de joueurs canadiens qui sont dans la NBA. Donc le basket est vraiment en train de monter
partout au Canada. Puis la performance des Raptors l'année dernière, elle a permis de justement mettre une espèce de cerise sur le Sunday. Puis cette parade-là, ça a été juste une expression d'amour puis de bonheur de la part de tellement de gens. Donc, vraiment quelque chose qui peut pas se comparer à rien d'autre dans une vie, à mon avis, à tout le monde au niveau sportif. Écoute, tu dois avoir flotté sur un nuage pendant quelques jours. Est-ce que un jour dans ta vie, tu avais déjà peut-être espéré participer à un défilé de champions de l'NBA et non seulement ça, à Toronto? Non, j'y avais jamais pensé, honnêtement. Tu sais, quand tu es quelqu'un comme moi, tu grandis dans une ville qui n'est pas une ville de la NBA, tu grandis à Québec. Déjà, ton rêve de participer, de contribuer, d'être quelque part dans la NBA un jour paraît un peu fou, mais bon, tu suis tes rêves, tu travailles fort pour les réaliser. Tes rêves deviennent progressivement des buts, des objectifs plutôt que des rêves parce que tu sens que c'est peut-être un peu plus tangible, mais tu n'es pas au point encore de te dire, maintenant, je veux gagner le championnat. Tu sais, j'ai envie de te dire, c'est probablement quelque chose qui se met à traverser la tête à partir du moment où tu es à l'intérieur d'une organisation. Puis là, tu te dis, maintenant, le but, c'est de contribuer à ma façon à un championnat de la NBA. Donc, moi, c'est ma première année avec les Raptors. Donc, forcément, tu te dis, avec le petit peu que je peux contribuer à leur succès, on espère que ça aille le plus loin possible. Mais bon, toute chose étant égale, tu as une chance sur 30 de gagner. Donc, tu pourrais passer 30 ans puis peut-être gagner une fois. Puis il y a des gens qui gagnent même pas. Donc, je me sens extrêmement privilégié d'avoir pu le faire parce que c'est pas quelque chose que j'imaginais encore il y a quelques années. Et là, tu disais que tu as grandi à Québec et les Raptors se sont entraînés au PEPS de l'Université Laval à Québec début septembre, fin octobre. C'est quand même pas rien d'avoir les champions en titre, les voir choisir non seulement la province de Québec, mais la ville de Québec pour amorcer leur camp. Est-ce que tu as senti que l'équipe, que l'organisation, les joueurs ont apprécié le PEPS et surtout la ville de Québec, la belle ville de Québec? Oui, de manière certaine, pour en avoir discuté avec plusieurs personnes à différents niveaux de l'organisation. Déjà, les infrastructures qu'il y a à l'Université Laval sont parmi les meilleures au pays. Puis vraiment, ce que tu recherches dans un camp d'entraînement, c'est une espèce d'intimité, de bulle dans laquelle tu peux travailler parce que c'est un moment de travail très intense pour des joueurs qui se battent pour des rôles dans l'équipe. Des fois, c'est simplement de faire l'équipe ou pas, mais pour d'autres, c'est de grandir leur rôle, c'est d'avoir une place dans la rotation. Et puis pour les coachs, c'est d'évaluer, d'être capable d'installer les piliers offensifs et défensifs et à l'extérieur du terrain qui vont te permettre de construire ta saison. Donc, c'est un moment de travail très, très important. Puis, on a pu l'avoir au PEPS avec justement des infrastructures qui nous étaient bien organisées pour nous. Puis après, ça a été justement le côté de la belle ville de Québec aussi pour l'équipe qui était justement dans le Vieux-Québec, qui pouvait profiter de la beauté de la ville puis de son côté unique. Donc, beaucoup de gens qui n'étaient jamais venus ont remarqué que c'était une ville très, très particulière. Puis je pense que ça a donné envie aux Raptors de revenir en espérant que ça fasse partie de leur choix dans le futur. Ouais, je vous rappelle, on est en compagnie de Charles Dubébret, entraîneur adjoint du club école des Raptors de Toronto. Charles, j'aimerais te parler un peu de Chris Boucher. Bon, on se souvient l'an dernier, il a été nommé le joueur par excellence de la G-League. On l'a vu plus souvent qu'à son tour, être exclu de la rotation, même du top 10. Et je me souviens, dans la série contre les Sixers, j'avais demandé à Nick Nurse si Boucher pouvait peut-être aider à contrer la longueur des Sixers en série. Puis on sentait dans sa réponse, peut-être que la confiance n'était pas à 100% donc pour Nick Nurse envers Chris Boucher en série. Est-ce que tu sens que le joueur québécois est prêt maintenant pour le prochain niveau? Chris a beaucoup progressé cet été. Il a travaillé très fort. Je pense qu'il sait que de par les résultats qu'il a eu en G-League l'année dernière avec son titre de joueur le plus utile puis de joueur défensif de l'année, qu'il n'y a plus vraiment rien à faire dans cette ligue-là. Ça a été un bel endroit pour prendre un élan, pour progresser, mais en même temps, maintenant, tu ne veux pas faire une deuxième saison comme ça. Donc maintenant, c'est d'établir sa place dans l'NBA. Puis c'est une année, comme Chris s'est rendu à 26 ans, je ne veux pas dire que ça passe ou ça casse absolument à 200% cette année, mais disons que c'est quand même une année hyper importante dans son développement pour lui prouver qu'il peut s'établir peut-être sur la deuxième unité des Raptors, tu vois. Donc, ça ne veut pas dire que c'est un futur titulaire NBA dans le 5 majeur d'une équipe, mais au lieu d'être peut-être le 13e, 14e joueur comme il a été par le passé, peut-être qu'il peut être un 9e, 10e. Donc, je pense que Chris a eu un très, très bon camp jusqu'à maintenant. Il a eu un très, très bon été dans les différents séjours qu'on a fait, que ce soit à Las Vegas, à la Summer League ou ensuite à Los Angeles dans des séances d'entraînement. Donc, Chris a fait des grands pas en avant, à mon avis. Après, ça va être les choix de Nick Nurse de voir quel type de rotation il veut utiliser. Est-ce
que derrière Ibaka et Gasol, on veut mettre Chris comme troisième big, entre guillemets, ou alors on veut glisser des joueurs comme Siakam ou Anunoby à ces positions-là pour faire jouer les plus. Donc ça, je pense que ça peut avoir un impact sur la saison de Chris. Mais Chris a tout fait pour se développer. Je pense qu'il est plus confiant, plus mature, plus fort. Donc c'est un meilleur Chris Boucher qu'on va voir cette année que l'année dernière. Et puis les choix de Lakers vont nous démontrer s'il a réussi justement à s'insérer dans le top 10 des Raptors. Charles, je voulais également te féliciter pour les excellentes capsules Basket 101 dont tu as fait partie, qui seront diffusées tout au long de l'année à RDS et sur le rds.ca. Ça devait être plaisant pour toi de pouvoir enseigner également via la télévision. Oui, vraiment le fun. L'expérience télévisuelle est très intéressante pour moi. Je pense que tant qu'on peut partager sa passion au plus grand nombre de gens possible, c'est super intéressant pour moi de pouvoir le faire et de le faire chez moi aussi, de le faire au Québec. On n'est pas non plus des dizaines de Québécois à avoir réussi à avoir un chemin qui nous permet de toucher au monde de l'NBA, donc de pouvoir redonner à tous ceux qui m'ont donné beaucoup pour me rendre là, puis peut-être inspirer des prochaines générations aussi derrière moi. C'est vraiment une belle expérience. Donc, très, très content d'avoir pu contribuer à ça avec RDS. Toujours très intéressant. Charles Dubébret, entraîneur adjoint du Club École des Raptors. Merci encore une fois, Charles, et on se retrouve bientôt, soit à Toronto, ou peut-être même ici à Montréal, dans nos studios. Merci beaucoup à toi, Alexandre. Avec grand plaisir. Quelle tête de basket, hein? Tellement intéressant, Charles Dubébret. J'étais vraiment jaloux que tu aies la chance de faire l'entrevue avec lui. J'aurais aimé ça y poser quelques questions aussi, mais excellente entrevue pour de vrai. C'est un gars de basket. J'ai hâte qu'on ait la chance d'y reparler au temps de la saison. Assurément. Et également, on n'en a pas parlé lors de notre ouverture, mais on va avoir plusieurs collaborateurs qui vont joindre à nous via Skype, via FaceTime au cours de la saison. Nos experts, donc Peter Yiannopoulos, William Archambault, Max Boudreau également seront avec nous. On risque d'en avoir 1, 2 et peut-être même 3 chaque semaine, notamment lors de la date butoir des transactions. Avoir une table ronde, être peut-être 5 à discuter des mouvements de personnel dans la NBA. Donc, plusieurs collaborateurs. Également, comme on vous a dit, on aimerait parler à Chris Boucher, Luguensdor, Khem Birch également. Donc, Charles Dubébret nous a parlé brièvement donc de Chris Boucher. Luguensdor, contrat à 2 volets avec le Thunder d'Oklahoma City. J'ai bien hâte de voir comment ça va se passer pour lui cette saison. Khem Birch, comme on l'a dit hier lors de notre spectacle preview, donc préambule à la saison 2019-2020. Khem Birch a profité la saison dernière d'une blessure de Mo Bamba pour vraiment prendre de la place pour s'établir. Quelle est la prochaine étape pour Khem Birch? Défensivement, il est exceptionnel. Cet été, a joué pour Équipe Canada, a été très bon également. Peut-il amener des points à l'attaque, vraiment être un joueur encore plus complet? On a vraiment hâte donc de l'avoir à notre antenne, Khem Birch. On a demandé au public via Twitter et on vous invite tout au long de l'année à nous envoyer vos questions donc via Twitter. On a utilisé aussi l'hashtag du centre-ville. Je pense pas que c'est un hashtag qui est utilisé vraiment beaucoup. Fait que... Ou simplement à moi ou à toi directement. Vous voyez... plus bas. Ici, là. Et là, les gens qui nous écoutent sur Spreaker disent qu'est-ce qu'ils font? Je pointe mon nom, mon handle Twitter. Donc, Alex Tourigny, @Alex Tourigny RDS, puis @FrankJet7. Oui, FrankJet7, mais le 7 en chiffres. Donc, les questions du public. Oui, on va commencer avec une question de Simon Servant. Notre ancien collègue, qu'on salue encore une fois, un habitué de la balado du centre-ville. Oui, un grand fan de basket. Il pose la question, les Lakers, est-ce qu'on y croit vraiment? Donc, l'expérience LeBron, Anthony Davis. Donc, est-ce que, toi, Alex, qu'est-ce que tu penses de qu'est-ce qui va se passer à LA cette année? La question qui tue. Écoutez, si les Lakers avaient gardé exactement la même formation, avec les Ball, avec les Ingram. Bref, si on n'avait pas fait l'acquisition de Davis, non, je n'y crois pas. Là, par contre, tu as LeBron James. Moi, LeBron James, ce qui m'inquiète, c'est sa santé. L'an passé, on a vu quelques failles dans son armure. La machine a commencé peut-être à briser. S'il reste en santé, si AD reste en santé, pour moi, on en a parlé un peu plus tôt, la NBA, c'est maintenant devenu une ligue de duo. Pour moi, c'est le meilleur duo dans la NBA. Meilleur que Harden et Westbrook. D'ailleurs, parenthèse, j'ai hâte de voir comment ça va se passer avec Harden et Westbrook. Il y en a un qui aime jouer en demi-terrain, l'autre qui aime attaquer. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que Westbrook va attaquer l'anneau, remettre à l'extérieur, et là, ça va ouvrir le jeu pour Harden? Peut-être. L'Ouest est ouverte. Mais pour moi, les Lakers,
pas que je sois un grand fan nécessairement, mais je pense que c'est l'équipe à battre. Ah oui? Je pense que c'est l'équipe à battre dans l'Ouest. Ah, moi, j'aime ça parce que Alex et moi, on voit pas toujours les choses de la même manière. Fait que j'adore ça. Cette année, on va s'assiner. Moi, tu vois, je pense que les Lakers ils ont moins de profondeur que, mettons, les Clippers dans l'Ouest. Puis. Est-ce que Paul George. Mais c'est ça l'affaire. Est-ce que Paul George va être en santé? Ouais. Qui va être le Van Vliet? Qui va être le Marc Gasol pour Kawhi Leonard? C'est ça que j'ai hâte de voir comment ça va aller. Peut-être que les Clippers vont avoir de la difficulté en début de saison et en série, ils vont exploser. Mais peut-être. Ouais, je pense. Puis les Clippers, qu'est-ce qui va être intéressant aussi, c'est le load management. Est-ce que les Lakers vont utiliser une stratégie similaire? Ils ont vu qu'est-ce que ça a donné du côté des Raptors avec Kawhi. Est-ce qu'on va essayer d'amener quelque chose de similaire pour LeBron? LeBron a dit qu'il allait laisser beaucoup de spotlight à Anthony Davis cette saison. Fait que est-ce que c'est une des choses qu'on va voir aussi? Fait que ça va être intéressant à regarder. Fait que LA, ça va être... LA, écoutez. LA, pas juste les Lakers, LA, mais Clippers. Houston, et peut-être même le Jazz. Oui, parce qu'on a une question justement de Mathieu Thio qui dit qui voyez-vous en première place dans l'Ouest? Lui, il aimerait ça que ce soit les Jazz de Utah. C'est un grand fan avec son joueur préféré, Rudy Gobert. Ouais. Aujourd'hui même sur NBA.com, c'est le texte qui fait la une, la manchette. Donc, il y a beaucoup de gens qui voient les Jazz finir en première saison. Il y en a beaucoup qui les comparent aux Raptors aussi. Fait qu'une équipe avec beaucoup de bons joueurs, sans nécessairement un MVP, sans un joueur vedette, mais une équipe avec une identité vraiment forte en défensive. Fait que ça peut être... Non, ça ne sera pas une équipe qui va remporter un championnat, un peu comme les Raptors les autres années précédentes, mais il pourrait finir avec la meilleure fiche dans l'Ouest. Il pourrait. Ça fait longtemps qu'on dit que le Jazz pourrait. Le Jazz pourrait, le Jazz pourrait et le Jazz ne peut pas. Même à l'époque de Michael Jordan, il y en a qui pensaient que Avec le Jazz Stockton pourrait. et Malone. Le Jazz peut, non. Est-ce que la signature d'un Bojan Bogdanovic qui jouait pour les Pacers va changer vraiment cette formation-là? Parce qu'essentiellement, Gobert était là, Donovan Mitchell était là. Est-ce que Mitchell est capable de prendre cette équipe-là sur ses épaules en match éliminatoire contre des grosses équipes? Est-il capable de battre LeBron? Est-il capable de battre Kawhi? Ouais, je pense. Et c'est là où j'ai de la difficulté avec le Jazz. Et pourquoi pas parler des Nuggets? Les Nuggets pourraient terminer au premier rang. Pour moi, les Nuggets ont peut-être prouvé davantage que le Jazz au cours des dernières années. Mais l'Ouest... ces quatre équipes-là, il n'y a aucune manière de savoir qui va finir mais oui, numéro 1. Le Jazz peut finir au sommet du classement. Est-ce que ça va arriver? Je ne sais pas. Francis, on a le temps parce que le temps file pour une dernière question du public. OK, on y va rapidement avec Alexandre Tifo qui veut savoir, croyez-vous toujours à Lonzo Ball? Puis moi, qu'est-ce que ça m'amène à parler de ça? C'est Lonzo Ball. Ben, il va avoir la chance de jouer aux côtés de Zion Williamson pour une franchise où il y a vraiment moins de pression que les Lakers. OK? Puis moi, je pense que ça risque de créer quelque chose de vraiment le fun. Ça va être une jeune équipe. On risque peut-être avoir un genre de Lob City 2.0 à voir. Donc, je sais qu'il a travaillé beaucoup sur son jump shot et c'est vraiment moins laid que c'était. Puis, ce soit laid, c'est pas grave, mais il faut que ça fonctionne. Oui, ça ne fonctionnait pas non plus, en plus. Donc là, il a vraiment travaillé là-dessus. J'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va donner avec Zion Williamson. Puis, justement, ça répond un peu à la question de Gabriel Lecière qui voulait savoir le top 3 des recrues, mis à part Zion, Morant puis RJ Barrett. Ben, il y a Tyler Hero qui fait un peu qui surprend tout le monde. Et Tyler Hero, la saison dernière, dans la NCAA, a tiré à 93,5 si ma mémoire est bonne, de la ligne des lancers francs. Lorsque tu es un tireur d'élite, c'est exactement ça que tu vas avoir. Capable de tirer à 3 points. Dans la nouvelle NBA où tout le monde tire à 3 points, c'est un spécialiste, Tyler Hero. Hier, donc on est vendredi, donc jeudi, jouait contre Michael Carter-Williams, je me souviens bien, et là, a réussi un 3 points dans son visage. Et du centre-ville. Et là, ça s'est mis à parler fort entre les deux. On voit, il a énormément de confiance, Tyler Hero, mais on va parler tout au long de l'année de RJ Barrett, le Canadien, qui se retrouve dans une situation pas évidente avec les Knicks de New York. Ja Morant également avec Memphis et Zion Williamson qui attira l'attention, comme on l'a dit hier avec Peter Yiannopoulos. Est-ce que c'est le prochain LeBron James? On ne sait pas.
peut être le prochain Greg Oden également. Oui, parce que là, déjà, on sait qu'il ne jouera pas le dernier match pré-saison. Puis moi, je le regarde marcher, puis j'ai vraiment peur qu'il finisse pas la saison puis qu'il se blesse. Parce qu'on sait que les joueurs recrues, quand ça arrive dans la NBA, le load, tout le travail qu'il y a versus dans la NCAA, puis tout, on pratique beaucoup plus souvent, on s'entraîne plus. Donc, ce serait intéressant de voir comment on est capable de le garder en santé. Mais est-ce qu'il va perdre du poids? S'il est plus léger, moins de pression sur les articulations. Autour de lui. Exactement. Mais quoi qu'il était ado, fait qu'il y avait déjà pas mal de ressources. Oui, effectivement. Francis, quelle première de la balado-diffusion? Ça fait 3 ans, et lorsque je veux dire balado-diffusion trop vite, ça sort régulièrement tout croche. C'est pour ça que je dis tout le temps podcast. Voilà. Donc, c'est ce qui complète notre première balado de la 3e saison du Centre-Ville. On sera avec vous chaque 2 semaines. Donc, on est le 18 octobre présentement. Et si mon ordi coopère, voilà, prochaine balado-diffusion le vendredi 1er novembre, toujours en compagnie de l'excellent Francis Jeté. Et on aura un de nos collaborateurs, soit William Archambault, Peter Yiannopoulos ou Max Boudreau. On va piger dans le chapeau. Et on vous réserve une belle surprise donc le 1er novembre prochain. On vous rappelle que notre premier rendez-vous sur les ondes de RDS2 sera lieu ce mardi, alors que les Clippers affronteront les Lakers du côté de LA, évidemment. LA contre LA au Staples Center. Donc, à compter de 22h30, ce sera notre collègue Mathieu Jolivet qui sera à la description de ce match. Donc, d'ici là, on vous souhaite une excellente semaine et on se revoit le 1er novembre prochain pour la deuxième émission, le deuxième épisode de la balado-diffusion du Centre-Ville, saison 3.